Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Une technique précurseur à la chirurgie lenticulaire moderne a été décrite pour la première fois en 1996. Elle consistait à utiliser un laser picoseconde pour générer un lenticule intrastromal qui était ensuite enlevé manuellement en soulevant un flap. Cette technique a été abandonnée car elle nécessitait des manipulations stromales qui rendaient la surface irrégulière. Après l'introduction du Visumax par Zeiss en 2007, l'ablation lenticulaire a été réintroduite avec une procédure appelée FLEX, qui consistait en une extraction lenticulaire sous un flap. Puis très rapidement, le laboratoire a mis en place la procédure SMILE sans flap que nous connaissons aujourd'hui. Zeiss a été seul sur ce marché pendant plus de 10 ans, mais actuellement une nouvelle génération de lasers femtosecondes permettant l'extraction lenticulaire est en cours de déploiement avec le Visumax 800, deuxième génération du laser de chez Zeiss, le Z8 de Zimmer, l'Elita de chez Johnson & Johnson et l'Atos de chez Schwind. Nous nous intéressons dans ces entretiens en 3 parties avec le professeur Dan Renstein à la chirurgie réfractive, au laser femtoseconde par extraction lenticulaire. Aujourd'hui, 3e et dernier épisode consacré à la conclusion de ce grand format du podcast Ophthalmo sur le SMILE. Nous rappelons à nos auditeurs que le professeur Renstein est consultant pour le laboratoire Carl Zeiss. Des rumeurs courent sur l'arrivée, peut-être éventuellement l'année prochaine, d'un docking automatisé avec un repérage du vertex par le laser, qui est une étape clé du succès du SMILE et a fortiori du SMILE hypermétropique, comme vous venez de dire. Cette innovation va-t-elle révolutionner le traitement ? Non. Ça va changer le traitement, pas révolutionner, parce que on fait le centrement déjà parfaitement. On a une méthode qui est dans ce que je répète plusieurs fois, la procédure standard de SMILE. On a des pas exacts et on a des vérifications qu'on fait avec une cartographie Placido pour vérifier qu'on est bien centré. Donc, ça, c'est pareil. C'est beaucoup moins de travail avec le Visumax 80. Parce que on a un système de aide aux médecins, aux chirurgiens, où il y a les overlays sur l'écran. Donc, c'est un peu comme les pilotes d'aujourd'hui, ils ont de heads-up display. C'est pas pareil qu'il y a 50 ans, hein. 747 il y a 50 ans, c'était manuel. Donc, on fait tout de façon manuelle maintenant, avec centrement, avec cyclotorsion, tout est fait parfaitement. On n'a pas de problème avec cyclotorsion. On n'a pas de problème avec centrement. On a publié notre étude en montrant que la centration, elle est pareille avec SMILE qu'avec LASIK, avec un tracker. Donc, la question, c'est, est-ce que c'est plus facile de le faire? Et je dirais que un ophtalmologiste qui commence SMILE maintenant, avec un Visumax 800, la courbe d'apprentissage sera super réduite. Parce que on a automatisé beaucoup des pas, il fallait qu'on fasse de façon manuelle avant. Mais non, c'est pas les résolutions, mais c'est un pas en avant. C'est pour ça que les gens demandent toujours, ah oui, les autres compagnies qui vont faire la même chose, mais c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que Zeiss, ils ont pris la décision, une décision très dure, très difficile, hein, parce que ça a été discuté beaucoup. Pourquoi? Puisque la procédure, ça s'appelle SMILE. Small Incision Lenticule Extraction. C'est descriptif, c'est scientifique, c'est pas un néologisme, hein. Le problème, c'est que il voulait pas abîmer la réputation de SMILE, qui a déjà 9 millions d'œils et 15 ans d'expérimentation dans le marché avec, je sais pas, 3000 chirurgiens mondiaux qui le font, avec une procédure qui est version 1,0, une compagnie qui a 0 d'expérience, qui ont essayé de copier certaines choses, etc. Ils veulent pas que SMILE dégénère en réputation. Donc, la décision, ça a été fait à cause de ça. Pas parce qu'ils sont avares ou s'ils sont pas généreux. Ils sont très généreux. C'est-à-dire, si les autres compagnies qui veulent désigner un nouveau femto, s'ils lisent mon livre de texte, ils ont tous les secrets, presque.
toutes les choses qu'il faut se méfier, toutes les raisons pour lesquelles on fait ça et pas ça. Les instruments on parlait auparavant des complications de Smile. Nous, on a mis tout un chapitre sur les instruments, les différents dissecteurs de Smile, parce que il y en a 30. Je les ai essayés tous. À la fin, on s'est rendu compte que chacun a des désavantages. Chacun a une désavantage, ça, un. Et donc, on a dissigné un instrument qui a tous les avantages des 3-4 instruments les meilleurs, et on a mis tout ça dans un instrument. Et comme ça, c'est le meilleur. Je serais ravi d'avoir quelque chose encore mieux, mais en ce moment, il y a que ça. Voilà, instrumentation, tout vient en l'ensemble de faire que Smile maintenant, c'est une procédure très mûre, établie, très sûre, où on peut vraiment savoir les statistiques de sûreté, de exactitude, de efficacité. Merci beaucoup. Alors, ma prochaine question, c'est les acronymes LALEX ou CALEX permettent de désigner l'extraction lenticulaire, quelle que soit la marque du laser, avec l'arrivée sur le marché des concurrents du Visumax, à savoir le Z8 de Zimmer, l'Elita de Johnson, l'Atos de Schwind. J'ai remarqué que dans les congrès, les orateurs ont du mal à parler de l'ALEX ou de CALEX et continuent à parler de Smile, même pour les autres femtosecondes. Est-ce que vous pensez que le nom Smile restera comme le frigidaire pour le réfrigérateur? Ça dépend de l'effort et le budget de marketing de J&J. On verra. S'ils vont faire des épisodes de Sesame Street avec Klex, peut-être. Mais c'est vrai, on a établi le nom de Smile, plus de 500 publications. Ça sera dur. Mais bon, ça c'est du marketing et bon, on verra. C'est le futur. Bon, si on dit lenticle extraction, ça c'est pas Smile. You know? Lenticle extraction by small incision. C'est le moment de passer à la question du patient. Ce sont des questions qu'on entend souvent en consultation. Oui, professeur, pour le Smile, les patients peuvent demander est-ce que c'est possible de traiter la presbytie en Smile? Bien sûr, on peut faire la monovision. Une monovision, c'est parfait, ça marche très bien, donc 50-60% des humains. Il faut faire un essai de lentille de contact avant et tout ça, mais ça marche très bien. Le Presbyond avec Smile, c'est une autre chose. Et le principe, si vous voulez, on peut faire toute une heure, un autre jour sur le traitement de la presbytie. Presbyond, c'est une procédure qui contrôle l'aberration sphérique pour atteindre une augmentation de la profondeur du champ. EDOF, toutes les implants EDOF, ça sont nouveaux maintenant. Ils ont copié ce qu'on a nous montré il y a 20 ans. C'est-à-dire que EDOF, on peut attendre avec l'aberration sphérique sans des effets secondaires et ça marche très très bien. Donc, le problème avec le Smile est dans ce que j'ai dit il y a presque une heure. C'est que le problème avec Smile, pour Presbyond Smile, c'est que le Smile n'induit pas beaucoup d'aberrations. Induit beaucoup moins, à peu près 65% moins d'aberrations sphériques que le LASIK pour la même correction. Donc, ça c'est un problème. Parce que si tu veux induire l'aberration sphérique pour avoir élargissement de la profondeur du champ, ça marche pas avec Smile. Smile Monovision, c'est plutôt comme Contact Lens Monovision. Contact Lens Monovision, comme vous savez, 50 à 60% des humains peuvent le tolérer, mais Presbyond, c'est 97% qui tolèrent la différence entre les yeux parce que c'est beaucoup moins. Fonctionnellement, c'est beaucoup moins. On maintient stéréoscopie avec Presbyond parce que c'est pas du monovision, c'est pas du micro-monovision, c'est une modification de vision binoculaire. Malheureusement, dans ma première publication 2009, je crois, dans le titre, on a mis micro-monovision. Malheureusement, c'était au début, on n'avait pas compris
que la vision était binoculaire. On n'avait pas fait les études de stéréo. Maintenant qu'on sait que les deux yeux marchent en même temps et que il y a encore de la fusion après presbyond, on sait que c'est un animal complètement différent que monovision. Donc, ce matin, j'ai traité 2 patients pendant l'étude, dans l'étude qu'on fait en ce moment, pour transférer ce qu'on sait faire avec la ZIC en presbyond, transférer ces connaissances à Smile. Et je vous dis, c'est pas facile, parce que le Smile, ça n'induit pas les aberrations, qui est l'avantage du Smile. Est-ce que vous avez une astuce ou un conseil que vous pouvez partager avec nos auditeurs concernant le Smile? Restez avec la procédure standardisée. Ça me paraît être un bon point. Si vous voulez changer ça, vous le faites bien après. Les premières 1000 œils, s'il vous plaît, standardisés, sans changer rien. Pourquoi? Parce que ça marche, parce que c'est prouvé, parce que l'instrumentation, les settings d'énergie, la manière de disséquer la lenticule, la manière de sauver un Smile qui devient difficile pendant la chirurgie, la manière de faire ça, tout ça, c'est déjà écrit. La Bible est déjà écrite. Vous voulez inventer une nouvelle religion? Ça c'est la recherche. Donc, si on est médecin, on doit au patient une responsabilité de faire ce que va marcher. Et si quelqu'un a publié 4000 œils avec cette technique, et ça marche, et tu dis, oui, je vous opère, regardez les résultats dans cette publication. Pour ces résultats, il faut le faire comme ça. Donc, restez avec la standardisation. Et je dirais ça à tous les chirurgiens de Smile, mais je le dirais aux chirurgiens de LASIK, de PKR, de phaco, de rétine. Le problème avec la standardisation en chirurgie, c'est un problème philosophique. Parce que à l'école de médecine, on sait tous que après un certain temps, il se crée une division entre ceux qui vont être médecins internes et ceux qui vont être chirurgiens. La division, ça commence à se faire après la 2e, 3e année. Déjà, Qui sont les chirurgiens qui se séparent? Ce sont les égomaniaques. Ce sont ceux qui ont des qualités narcissistes dans leur personnalité. Et on est choisi par des caractéristiques d'un chirurgien. Alors, tout ça, ça va contre ce qu'il faut faire dans la chirurgie. Il y a une contradiction là entre la personnalité des chirurgiens et la façon dont laquelle les chirurgiens doivent se comporter. Une des meilleures analogies à ce que nous, comme chirurgiens, doivent faire, c'est les pilotes d'avion. La personnalité d'un chirurgien réfractif doit être identique à celle du pilote d'avion commercial. Pourquoi? Parce que la personnalité doit être celle de quelqu'un qui aime la répétition, aime faire la même procédure une fois, 2 fois, 3. On aime la répétition parfaite. C'est comme un musicien classique, un violoniste qui doit jouer les notes exactes de ce concerto. Parce que s'il change une note, le lendemain, sur toutes les revues, Twitter, ils vont dire, il s'est planté, hein? Même si c'était mieux que Mozart. Ils peuvent pas le faire, right? Donc, répétition identique, parfaite. Alors, les gens qui aiment ça, en général, ce sont des gens pas très intéressants. Parce qu'ils aiment la répétition. Donc, c'est pas très créatif. Les gens qui aiment la répétition, en général, ce sont pas des gens que quand un accident arrive ou quelque chose de dangereux arrive, n'entrent pas immédiatement en panique.
Et un chirurgien réfractif doit être quelqu'un qui, en même temps, aime la répétition, mais que quand quelque chose très mauvais arrive, pas de panique, rien, le pouls reste pareil, les pensées, les calculs, la stratégie qu'il faut refaire dans une situation différente, on peut faire ça que quand on est calme. Si on est anxieux, on peut pas penser. Donc, cette combinaison entre caractères, c'est le chirurgien réfractif. Et pour finir, j'ai une petite histoire marrante. J'ai un étudiant de médecine qui voulait voir une journée de chirurgie. Il est venu, il est passé la matinée avec moi. J'ai opéré 15 patients de suite. Et à la fin, il me dit, est-ce que ça devient un peu ennuyeux de répéter la même chose tout le temps exactement pareil? Et je le regarde et je dis, j'ai rien répété. Chaque œil a été complètement différent. Et ça a l'air d'être pareil. Je dis, pour vous, c'était pareil. Mais moi, ce que j'ai fait pour que ça soit pareil, c'est beaucoup. Donc, voilà. Alors, il est souvent difficile de prédire l'avenir, mais quel est, selon vous, l'avenir de la chirurgie lenticulaire? Je pense que la chirurgie subtractive, qui le professeur Parker a inventé, bien sûr, il a inventé aussi additif, mais il a lâché. La chirurgie subtractive, elle est tellement précise, tellement reproducible et tellement sûre. Et la cornée, elle a tellement de réserves de tension structurelle que subtraire, ça fait rien. La keratomyolysis se fait depuis 70 ans. Moi, quand j'étais chez José Ignacio Barraquer en 1997 à Bogota pendant un mois, il était encore vivant, on voyait toujours ces patients d'il y a 20, 30 ans. Donc, il n'y a rien de négatif en subtraction. La addition de lenticules, c'est compliqué. Parce que le centrement, l'axe d'implantation, il faut quand même utiliser un femto pour faire une découpe, pour faire un poche. Si vous êtes déjà là, vous avez déjà coupé une poche, pourquoi vous ne faites pas une deuxième coupe et c'est du smile? Donc, je vois ça un peu comme une distraction. Mais, additif thérapeutique, c'est tout à fait quelque chose d'autre. Je vois un jour qu'on pourra désigner un lenticule anti-kératocone qui rendra une cornée complètement régulée. Encore une fois. Par exemple, mon fellow Kishore et moi, c'était son idée, mais ensemble, on a publié un papier sur une greffe de cornée keyhole. On utilise le femto pour couper très près de Bowman's, très près du décimètre. On enlève le bloc et on fait la même chose d'un an et on le met sur une incision de 3 mm. Pas de suture, transplant de la cornée, sans abîmer l'endothélium ni l'épithélium. Donc, je vois que dans le sens thérapeutique, oui, addition, ça sera un domaine très, très intéressant. Mais du point de vue chirurgie réfractive pour les masses, trop compliqué de mettre des trucs dans la cornée. Vous nous avez parlé tout à l'heure de presbytie. Il y a des études en cours. C'est peut-être l'avenir aussi de la chirurgie smile. Ça dépend de la définition de l'avenir. Disons que, 5, 7, 8 ans peut-être, ça va prendre du temps. Parce qu'on est en train de faire la science pour comprendre la modification des aberrations sphériques en modification du lenticule. Et c'est complètement différent que du LASIK. Après ça, les études pour homologation, marquage CE, FDA, China FDA, Japan FDA,
Ça sera ça. Pour l'instant, Presbeyond est toujours la procédure la plus exacte, avec le moins d'effets secondaires, avec ajustation, avec réversibilité, et avec la meilleure sûreté de toutes les procédures pour la presbytie, en absence de la cataracte. S'il y a une cataracte, bon, faut enlever le cristallin. Mais l'idée d'enlever le cristallin transparent, je peux predict, sera histoire, mais pas dirigé par les chirurgiens. Ça sera dirigé par les patients. Une fois que la masse des patients savent que ce n'est pas nécessaire de enlever un cristallin à l'âge de 56 pour un +2, qu'on peut faire une procédure qui dure 8 minutes, qui se guérit en 3 heures, et que c'est fini le lendemain, les patients n'accepteront pas une chirurgie intraoculaire. En ce moment, soit les chirurgiens savent pas qu'on peut faire ça d'une façon moins invasive, soit ils le disent pas, soit je sais pas quoi. Mais on a un syndrome maintenant où c'est presque une conspiration, parce qu'on est tous là-dedans en disant oui, les multifocaux c'est bien, et les conférences 90% du temps on parle des multifocaux, on parle presque plus de l'ophtalmologie. Et en fait, c'est une conspiration, parce que la pénétration du marché, dans le marché le plus agressif du monde, c'est les Américains, je suis américain, c'est de 10%. Et vous savez, quelle était la pénétration il y a 10 ans? 10%. Ça n'a pas monté. Malgré les milliards qui ont été dépensés à l'Academy, ASCRS, ISCRS, faire croire que tu es derrière si tu le fais pas. Si t'es pas bon, t'es pas moderne si tu mets pas les multifocaux. La plupart des chirurgiens le font pas. Je sais qu'en France, c'est pas très commun. Merci beaucoup, professeur Einstein, pour votre expertise. Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. C'était un honneur de vous avoir dans Ophthalmo le podcast. Et je vous remercie encore une fois. Je tiens à préciser que pendant qu'on faisait l'interview, j'ai acheté votre livre sur Internet. Oh. Je vous suggère c'est quelque chose de mieux. Venez au mois de mai au cours qu'on fait live à Londres. C'est encore mieux. C'est 4 jours. C'est presque un mini fellowship en 4 jours. Technique avancée en LASIK, PRK, SMILE et toute une journée sur la presbytie. En 4 jours et inclus, c'est bowling le samedi soir. Ok. Ok, je note. Eh bien, le rendez-vous est pris pour le bowling et surtout pour les cours de chirurgie réfractive à Londres. Merci beaucoup, professeur Einstein, d'avoir partagé avec nous votre expertise et votre expérience de la chirurgie lenticulaire. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.